nous allons perdre le contrôle. Un nouveau siècle des Lumières va s'ouvrir à nous. L'IA générale, ça n'existera jamais. L'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Autant de déclarations fermes et définitives qui fonctionnent bien pour vendre des bouquins ou faire des vues sur YouTube, mais qui ne nous aident pas vraiment à penser correctement l'impact que l'IA va avoir sur nos vies et peut-être même sur notre espèce. Et c'est là mon premier avertissement. Si vous entendez quelqu'un vous dire que tous les gens sérieux ou qui s'y connaissent sont à peu près d'accord sur l'avenir de l'IA, eh bien, c'est qu'il est probablement en train de prêcher plus ou moins consciemment pour le courant de pensée qui est le sien. Parce que dans le monde scientifique, il n'y a pas vraiment de consensus sur ce que va savoir faire l'IA dans les 10 ans qui viennent, et sur l'impact que cela va avoir sur la société, forcément. Ce dissensus, il a été mesuré dans différentes études, et quand on se penche sur ce qui s'est passé ces dernières années, il est plutôt logique. Mais alors, où est le débat ? Dans cet épisode un peu hors série d'IA Clash, je vais schématiser pour vous donner un aperçu des 4 grands courants de pensée sur le sujet. Les doomers, les bloomers, les sceptiques et les schumpeteriens. Qu'est-ce qui les oppose et surtout pourquoi c'est important de s'intéresser correctement au sujet, que l'on soit spécialiste de l'IA ou simple citoyen. Pour savoir où se positionne quelqu'un parmi ces 4 familles, il suffit de lui faire répondre à 2 questions. Première question, l'impact de l'IA sera-t-il un bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité ou ne s'agira-t-il que d'une évolution technologique comparable à l'avènement de l'informatique ou d'Internet ? Seconde question, le rapport bénéfice-risque de cet impact sera-t-il plutôt positif ou négatif ? Comme les réponses à chacune de ces questions ne sont pas binaires, on peut les positionner sur un petit graphique. Sur un axe vertical, la force de l'impact. Bouleversement en haut, simple évolution en bas. Sur un axe horizontal, le rapport bénéfice-risque. Risqué à gauche, bénéfique à droite. Dans chacun des cadrans apparaît alors une famille de pensées. En haut à gauche, les fameux doomers. Pour eux, le risque d'un emballement exponentiel incontrôlé des possibilités de l'IA est tel que cela fait peser un risque existentiel sur l'humanité. En haut à droite, les bloomers, qui partagent aussi le point de vue d'un impact absolument majeur, mais qui, selon eux, débouchera sur un avenir plutôt florissant, même si certains dégâts sont à prévoir en cours de route. En bas à gauche, les sceptiques. Pour eux, la hype actuelle de l'IA est franchement déraisonnable et tout en reconnaissant son utilité ici ou là, ils ont tendance à appuyer sur plusieurs problèmes qu'elle est en train de poser. Enfin, en bas à droite, une famille dont on parle bien peu mais qui, vous allez le voir, a son importance. Les schumpeteriens. Ce nom vient de Schumpeter, un économiste qui a défini le concept de destruction créatrice. Certaines évolutions techniques détruisent certains pans de l'économie, mais en produisent globalement plus par ailleurs. Cette façon de penser conduit donc à estimer un impact clair, mais sans changement de paradigme, comme une nouvelle étape de la révolution numérique finalement. On peut s'amuser à positionner quelques personnalités évoquées dans les premiers épisodes de ce podcast sur cette représentation. Luc Julia et Étienne Klein dans le camp plutôt sceptique, Elon Musk ou le prix Nobel Geoffrey Hinton chez les Doomers, Luc Ferry et Laurent Alexandre du côté des Bloomers. Et pour les schumpeteriens, me direz-vous, eh bien pour le moment, c'est le positionnement d'une grande partie du personnel politique français qui s'est penché sur le sujet. La commission gouvernementale sur l'IA est clairement dans une optique schumpeterienne et Arthur Mensch, le patron de la licornissime Mistral, est aussi sur cette position. Mais comme n'importe quel modèle, ce modèle est faux. Il trahit forcément certaines subtilités de la réalité et le positionnement des uns et des autres est évidemment largement sujet à interprétation. Par contre, je pense que c'est un modèle qui peut être utile pour se représenter globalement les différents positionnements.
Bon, avec tout ça, j'ai oublié d'être un peu concret, donc écoutons Yoshua Bengio et Yann Lequin, tous deux récipiendaires du prix Turing, débattre de la question sur laquelle, vous allez le voir, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Un outil peut être utilisé de manière bénéfique, mais plus il est puissant, plus son pouvoir peut être aussi utilisé de manière dangereuse. Et ce qui m'inquiète le plus, effectivement, c'est qu'on est en train de développer des outils qui vont éventuellement être plus puissants que nous, plus capables intellectuellement que nous. Et maintenant, pourquoi ça m'inquiète? Là où le danger est le plus grand, c'est si ça nous amène à un endroit où on développe des intelligences artificielles qui ont comme but principal leur survie, leur autopréservation. Pour moi, ça, c'est la caractéristique fondamentale d'un être vivant. Et à ce moment-là, on serait face à une nouvelle espèce sur la planète qui pourrait être plus intelligente que nous, auquel cas on aurait peut-être perdu le contrôle sur notre avenir. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. En même temps, comme je disais au début, il y a beaucoup d'incertitudes sur comment ce genre de scénarios peuvent arriver. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. Je pourrais en parler. Yann et moi, on n'est pas nécessairement d'accord sur ces détails-là qui sont très importants. Et ma proposition, ma demande finalement, c'est que globalement, la société investisse beaucoup plus pour mieux comprendre ces risques de façon à essayer de les éviter parce que l'ampleur, l'enjeu est tellement grand qu'on doit y porter attention. Alors que vous, Yann Lequin, vous pensez que finalement, non, il n'y a pas tant de risques que ça, que c'est pas parce que la machine sera puissante qu'elle sera nécessairement dangereuse. Vous êtes plutôt confiant. Vous dites même que l'IA, c'est pas le problème, mais la solution, que on est peut-être même face à un nouveau siècle des Lumières. Donc là, on est radicalement dans l'autre sens. Radicalement dans l'autre sens. Oui, je pense qu'effectivement, l'intelligence est probablement la commodité dont on a le plus besoin dans le monde, qui pourrait nous aider à résoudre tous les problèmes auxquels on fait face. Et une technologie dont le but est d'amplifier l'intelligence humaine ne peut être que bonne, bien sûr, quand elle est bien utilisée. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être bien utilisée par tout le monde, Yann? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement dire que les dangers que mentionne Yoshua n'existent pas, mais ils ont tous des solutions. Donc, des solutions qui n'existent pas nécessairement encore, mais au même titre que en 1930, on n'imaginait pas de solution à, par exemple, rendre les trajets transatlantiques en avion complètement fiables. Personne n'avait encore jamais traversé l'Atlantique, en fait, juste une personne, Lindbergh. On ne pouvait pas imaginer comment faire le design d'un réacteur, par exemple, pour qu'il soit incroyablement fiable. Donc, de la même manière, comme on n'a pas encore inventé des machines intelligentes aujourd'hui, on ne peut pas imaginer comment les rendre complètement sécurisées. Bengio, dont l'accent québécois vous a peut-être rappelé certaines IA, exprime ici deux niveaux de crainte. Nous pourrions perdre le contrôle de certaines IA qui se mettraient à avoir leur propre but. Et par ailleurs, mettre un outil aussi puissant dans les mains de n'importe qui, c'est décupler la force de nuisance de certains groupes humains dangereux. Ce à quoi Yann Lequin répond « La disponibilité de ces nouvelles ressources en intelligence va nous permettre de trouver les contre-mesures à ce problème au moment où il se posera. » Alors ces deux points de vue sont défendables, mais pour se faire un avis sur leur pertinence relative, c'est important de détailler les différentes questions qui se cachent derrière ces craintes et le contre-argument de Lequin. Une IA pourrait-elle se définir des objectifs ou des sous-objectifs qui s'avéreraient à court ou moyen terme massivement nuisibles à l'humanité? Deuxième question, une IA pourrait-elle être utilisée pour mener des actions massivement nuisibles par des groupes humains pour des raisons criminelles, militaires ou idéologiques? Une telle IA aurait-elle les moyens de les poursuivre malgré l'opposition éventuelle des hommes et jusqu'où pourraient aller ces actions massivement nuisibles? Alors les doomers expriment à des degrés divers que les réponses raisonnables à ces questions sont telles que le risque de scénario cataclysmique est significatif. Alors chacun y va de son estimation, vous pourrez aussi bien trouver des gens qui vont vous dire que c'est certain, pour d'autres qui vont vous dire que c'est complètement impossible et que ça relève de la science-fiction. Par contre,
quand on a posé la question aux scientifiques spécialistes de l'IA, fin 2023, l'estimation médiane qui a été donnée, c'est 5%. Et ça, c'est l'idée clé, à mon avis, à avoir en tête sur le sujet. Le risque d'une apocalypse liée à l'IA, pour les gens qui travaillent sur la question, c'est 1 sur 20. Ça veut dire que c'est très loin d'être inévitable, mais que c'est quand même un sujet qui doit être sérieusement examiné. Or, c'est le reproche que font les doomers aux autres groupes. La question n'est pas traitée suffisamment sérieusement par les autorités jusqu'à présent. Et quand on regarde des textes comme l'AI Act de l'Union européenne ou l'Executive Order américain sur l'IA, on constate qu'effectivement, des efforts de régulation existent, mais qu'ils sont clairement insuffisants. Aujourd'hui, plusieurs centaines de spécialistes de premier plan ont signé des appels à plus de vigilance, de régulation et parfois même de pause dans certaines recherches. Plusieurs centaines, c'est significatif, mais ce n'est pas majoritaire parmi les 20 000 personnalités qui publient sur l'IA dans les principaux journaux scientifiques. Cependant, quand on pose la question de la sûreté de l'IA, les 2/3 de ces spécialistes s'accordent sur le fait qu'il faudrait en faire plus, voire beaucoup plus. Bon, assez parlé de fin du monde pour le moment. La question du risque existentiel est certes un point de divergence important quand on parle d'IA, mais ce n'est pas le seul. Et pour évoquer l'autre désaccord majeur, laissons maintenant la parole à Laurent Alexandre. C'est assez difficile aujourd'hui de savoir jusqu'où va aller l'intelligence artificielle d'ici 2030, 2040, 2050. En réalité, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, l'intelligence artificielle se développe, mais elle n'atteint pas ce qu'on appelle l'edge IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qu'elle ne dépasse pas l'intelligence humaine dans toutes les dimensions. Le deuxième scénario, c'est que dans 1000 à 2000 jours, l'intelligence artificielle devienne une intelligence artificielle générale et donc dépasse l'intelligence humaine dans toutes les dimensions intellectuelles et cognitives. Puis le troisième scénario, c'est le scénario qui a été annoncé par Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, il y est cet été. C'est le scénario dans lequel nous atteignons la superintelligence artificielle d'ici 2030. Ces 3 scénarios dessinent pour nous à titre individuel, pour nos familles, pour nos entreprises, pour la société, pour l'humanité en général. Pour la France. Pour la France, bien sûr, des destins différents. Si l'intelligence artificielle se développe mais ne dépasse pas l'intelligence humaine dans toutes les dimensions, on va avoir une révolution schumpeterienne traditionnelle, comme a été l'électricité, la vapeur ou le moteur à explosion. C'est une révolution schumpeterienne, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas un bouleversement. En réalité, fantastique. Si le deuxième scénario se révèle juste, c'est-à-dire qu'on atteint l'intelligence artificielle générale dans 1000 à 2000 jours, ce qui est le scénario aujourd'hui privilégié par à peu près 80% des experts, là on a non plus une révolution schumpeterienne, mais on a un changement civilisationnel. C'est une réorganisation complète de la société qui est à l'horizon de 2030-2035. Puis le troisième scénario, aujourd'hui privilégié par le créateur de ChatGPT, c'est l'arrivée rapide de la superintelligence. Cette fois-ci, ça n'est plus une révolution civilisationnelle, un changement civilisationnel, c'est un changement anthropologique. C'est un changement dans le statut de l'homme qui serait totalement, cette fois-ci, marginalisé par l'intelligence artificielle. Donc, et aujourd'hui, les experts ont changé d'avis très vite. Il y a 1 an, 80% des experts pensaient que l'intelligence artificielle ne dépasserait pas rapidement l'intelligence humaine. 10% pensaient que l'intelligence artificielle générale arriverait d'ici 2030 et 5 à 10% imaginaient qu'on aurait de la superintelligence dans les années ou les décennies qui viennent. Aujourd'hui, c'est plutôt 10% pour le scénario 1, 80% pour le scénario 2 et 10% pour le scénario 3. Donc les experts se sont ralliés à l'idée que l'intelligence artificielle générale, supérieure au cerveau humain, dans toutes les dimensions intellectuelles, va arriver relativement rapidement. Laurent Alexandre résume en effet très bien les scénarios selon les progrès de l'IA et leur impact. Soit une simple évolution schumpeterienne, ou encore une transformation en profondeur de nos sociétés,
voire un bouleversement au niveau de l'espèce humaine. Et il a raison de dire que les experts sont partagés. Mais quand il affirme que 80% des spécialistes pensent qu'on est sur le scénario 2, c'est tout simplement faux. Vous vous souvenez de l'étude dont je vous ai parlé quand on a évoqué les risques existentiels ? Eh bien, elle nous donne aussi des éléments de réponse à ce sujet. Ce qui tombe plutôt bien, c'est qu'elle a été faite fin 2023, moment où parle précisément Laurent Alexandre dans l'extrait d'interview de Thinkerview qu'on vient d'écouter. Alors, que dit cette étude ? C'est pas évident parce qu'elle ne parle pas exactement d'intelligence artificielle générale, mais elle utilise une notion qu'on pourrait considérer comme proche, le High Level Machine Intelligence, HLMI. Un moment où les IA deviennent théoriquement capables d'effectuer n'importe quelle tâche humaine. Je vous donnerai plus de détails à ce sujet en description. Pour les scientifiques interrogés dans cette étude, la date estimée médiane pour parvenir au HLMI, c'est 2047. Or, Laurent Alexandre nous dit qu'en 2023, 80% des gens pensaient, des spécialistes, pensaient qu'on serait à l'AGI avant 2030. Donc vous voyez qu'il y a problème. On va le répéter, non, il n'y a pas de consensus clair de la communauté scientifique sur l'impact de l'IA dans les 30 ans qui viennent. Il n'y a pas d'histoire de 80% sur ce sujet. Et pour cause, ça fait quand même quelques années que les spécialistes, y compris des références du domaine comme Yoshua Bengio, qu'on a entendu tout à l'heure, ne cessent d'être surpris par ce qui se passe. Par la rupture qu'ont permis les Transformers en 2017, par les capacités émergentes des LLM à partir de 2020, par les propriétés du Chain of Thought Prompting en 2022 ou par les succès des modèles de raisonnement en 2024. Mais il est aussi possible que le progrès de ces IA atteigne rapidement une sorte de plateau et que les déceptions comme celle que fut GPT-5 se répètent à l'avenir. Écoutons donc maintenant Arthur Mensch, dirigeant de la pépite de l'IA française Mistral et qui est aussi, c'est le hasard qui veut ça, neveu de Laurent Alexandre face au Sénat. Sur la question de l'intelligence artificielle qui dépasserait l'intelligence humaine, je pense que c'est pas vraiment le bon débat. Les deux choses n'ont à peu près rien à voir. L'intelligence artificielle dont on parle, c'est essentiellement la compression de toute la base de connaissances humaines auxquelles on arrive à accéder en posant des questions. D'une part, c'est ça. Et d'autre part, c'est un langage de programmation auquel on peut parler en anglais ou en français. Donc, au lieu de coder, d'écrire des lignes de code, on peut s'exprimer un peu plus clairement sur ce qu'on veut que le modèle fasse. Et donc, on demande au modèle de faire quelque chose et il va décider lui-même d'écrire son propre code pour appeler un certain nombre d'outils. Donc, c'est deux choses. C'est une compression de la connaissance et c'est un langage de programmation plus abstrait. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Je pense qu'on ne parle pas de conscience, on ne parle pas d'intention, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'autonomie. Il n'y a aucune autonomie qu'on ne conçoit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui peuvent faire plusieurs appels, utiliser des outils, utiliser des données et puis renvoyer des choses à l'utilisateur, etc. Mais il n'y a rien d'autonome, c'est un logiciel. Quand on écrit ce genre de logiciel, on contrôle toujours ce qui va se passer et l'ensemble des sorties que le logiciel peut avoir. Donc il n'y a vraiment pas de changement de paradigme de ce point de vue-là. Il y a un changement de performance, c'est-à-dire que c'est plus rapide aujourd'hui de faire des applications, puisqu'il suffit d'écrire quelques commandes peut-être à un modèle de langue. Et puis ça continue à avancer, donc je pense que c'est intéressant. Il faut évidemment surveiller ça de près, mais on parle plutôt de quelque chose qui va augmenter les humains, qui va augmenter leur productivité, qui va certainement changer la manière dont ils doivent travailler. C'est-à-dire que leur rapport marginal à l'économie va changer. Il faut être plus créatif. Il faut se focaliser sur tout ce qui est plutôt relationnel, parce qu'en fait, tous les aspects procéduraux vont progressivement être remplacés par des machines. Arthur Mensch évoque dans cet extrait une notion très importante, celle du changement de paradigme. Un changement de paradigme, c'est quand nos connaissances ont suffisamment évolué pour que ça remette en cause notre façon de penser un problème. Par exemple, l'émergence de la physique quantique, c'est un changement de paradigme dans la façon de penser la physique des particules. L'apparition de la théorie de l'évolution, c'est un changement de paradigme dans la façon de penser le vivant. Et ce que nous dit Arthur Mensch, c'est que les LLM, ça ne constitue pas un changement de paradigme dans le monde logiciel. Et ça, c'est un parti pris très schumpeterien.
Alors, on peut tout à fait le défendre, hein, mais il y a quand même quelques sérieux arguments qui vont dans le sens inverse de ce qu'il dit là. Le premier, c'est que, contrairement à ce qu'il dit, on ne contrôle pas tant que ça les sorties des LLM. Oui, nous avons des moyens de contrôle, plus ou moins selon les usages, mais ces outils produisent des sorties qui sont largement non déterministes et imprévisibles. Et attention, on ne parle pas de bugs ou d'erreurs de la part des utilisateurs. Non, par nature, un LLM, c'est un système non déterministe, d'une taille et d'une complexité telle que l'éventail de ses réponses possibles et la façon d'anticiper celles-ci, de les contrôler, de contrôler son comportement, sont d'une nature radicalement différente de ce qu'on connaît depuis les débuts de l'industrie logicielle. Le second contre-argument, c'est celui de l'autonomie. Il commence par dire qu'il n'y a pas d'autonomie, puis que, il pourrait y avoir une certaine autonomie, mais seulement celle qu'on veut bien leur donner. Mais dans le monde de l'IA professionnelle, ce qui se développe, c'est de plus en plus d'agents IA autonomes, parce que ce sont eux qui permettent d'aller le plus loin dans l'automatisation pour une entreprise. Et un agent IA, c'est du point de vue de l'autonomie un peu comme un salarié. Plus vous voulez qu'il puisse accomplir des tâches complexes, c'est-à-dire relativement longues, avec beaucoup de variabilité et des prises de décision, plus vous devez lui donner de l'autonomie. Et donc, plus vous devez le payer cher aussi. Et donc, plus vous êtes à l'écoute des gentils prestataires comme la boîte d'Arthur Mensch pour vous permettre de les remplacer. Donc, si vous faites un petit peu le bilan sur la nature même de ce que permet l'IA issue des LLM, on est amené à avoir des agents qui sont de plus en plus autonomes, de plus en plus malins pour s'adapter, ayant accès à de plus en plus d'outils. Aujourd'hui, on leur permet de faire des recherches sur le web, de faire des petits bouts de code, de les exécuter, mais on commence aussi à avoir des environnements informatiques virtuels, des navigateurs web et des moyens de paiement. Et donc Arthur Mensch nous dit qu'un monde peuplé de ces agents IA autonomes, qu'on ne sait pas complètement contrôler, ou du moins pas comme on l'a toujours fait, ce n'est pas un changement de paradigme. Ok, c'est sa perception, mais il est largement possible d'en avoir une autre. Bon, vous avez besoin de vous détendre un peu après tout ça ? Allez, ok, je vous fais une petite séquence de Luc Julia. Ouais, la fin du monde, c'est non. Hein. Donc on va se calmer un tout petit peu. C'est pas... Bon, déjà, 70 ans, nous, on s'en fout. Mais la réalité, enfin, peut-être pas vous là-bas, mais moi, perso, je m'en fous. Mais non, mais ça va pas se passer. De toute façon, si vous voulez, le problème que j'ai avec l'IA qui est présentée dans les médias, dans certains médias, c'est l'IA que j'appelle de Hollywood. Et donc l'IA de la science-fiction, l'IA de Terminator, l'IA de Her. Faut arrêter les conneries. D'accord ? Le truc, c'est que l'IA, les IA, comme je dis, ce sont des outils particuliers qui vont nous servir à faire des trucs, d'accord, qui sont potentiellement dangereux, on en a parlé déjà, mais la fin du monde, il faut arrêter. Comparer l'IA avec le nucléaire, par exemple, avec la bombe atomique, je veux dire, là, il faut avoir fumé des trucs. Hein. Alors oui, vous pouvez me reprocher de remettre une pièce dans la Luc Julia bashing machine, mais ce genre de réflexion, ou plutôt de non-réflexion, c'est précisément ce qu'il faut éviter, quelle que soit votre position. Tourner en ridicule un questionnement, sur lequel, je le rappelle, il n'y a pas de consensus scientifique, en le caricaturant et sans prendre le temps de l'analyser correctement, c'est pas une méthode correcte pour avoir un avis éclairé. Parce que j'en vois déjà qui vont me dire « Bon, c'est bien mignon, toutes ces questions philosophico-prospectivistes, mais c'est pas un peu de la masturbation intellectuelle ? Concrètement, à notre niveau, on s'en fout un peu, non ?» Alors, évidemment, vous avez parfaitement le droit de vous balancer allègrement de ces petites querelles de différentes paroisses. Sauf que chacun de ces représentants de ces quatre familles de pensée, ils poussent, eux, de manière plus ou moins masquée, de manière plus ou moins organisée, leur position dans le monde politique. Et ils ont raison. Parce que, selon le scénario que vous privilégiez, les décisions politiques à prendre sont très différentes. Alors, vous pouvez vous dire, moi, j'ai pas envie de m'en mêler. Le problème, c'est que même si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Et pour l'IA, c'est pareil. Que le sujet vous intéresse ou non,
tous les gens qui y réfléchissent sérieusement sont au moins d'accord pour dire que ça va avoir un impact sur votre vie. Et puis, quand même, le type balance tranquillement que les risques à horizon de plusieurs dizaines d'années, il s'en fout parce qu'il sera mort avant. Mais c'est quel niveau de responsabilité, ça ? D'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est ce même mec qui nous dit que les LLM font péter la planète à cause de leur consommation d'énergie, mais qui, dans le même temps, se fait son petit aller-retour San Francisco-Paris tous les mois. Bref, on n'est plus à une contradiction près. Alors, je comprends qu'il y ait certains risques auxquels on n'a pas envie de penser. Parce que ça peut être un peu lourd à porter dans sa tête au quotidien, et c'est parfaitement OK. Par contre, clamer au monde entier que ce risque n'existe pas pour se rassurer, c'est pas une bonne idée. Ça me rappelle une petite anecdote personnelle. J'ai vécu pendant un peu plus de 8 ans au Maroc et puis en Tunisie, et là-bas, malgré le grand nombre de scooters en tout genre, personne ne porte de casque. Et j'ai trouvé intéressant qu'en évoquant ce sujet à plusieurs occasions, une explication me soit revenue à plusieurs reprises. C'est que dans la culture locale, il est fréquent de croire dans le mektoub, un concept proche de la destinée qui implique notamment pour certains que le jour de votre mort soit déjà écrit. Et alors c'est vrai dans ce cas, pourquoi porter un casque ? Alors très honnêtement, je ne sais pas si cette explication est vraie ou non, mais ce que je sais par contre, c'est que le taux de mortalité sur un 2-roues est divisé par 6 lorsque vous portez un casque. Comme quoi, regarder les risques tels qu'ils sont, ça a quand même un intérêt. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant plus clair dans ces différents courants de pensée, leurs intérêts, mais aussi leurs limites. Et surtout, j'espère que vous avez maintenant compris pourquoi c'est important pour vous, en tant que citoyen, d'être attentif à ces questions. Merci d'être encore là après ces longues minutes de ce format inhabituellement long. Ne vous inquiétez pas, je reprends les habituels debunks dès le prochain épisode. Si toutefois vous avez apprécié le principe de ce hors-série et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne suis en fin de compte qu'un primate simiiforme, plus que jamais incertain de son évolution et dont la motivation dépend encore beaucoup du regard bienveillant de ses frères et sœurs humains. À plus!